Bonjour à tous et à toutes. Dans la prochaine série de capsules, nous allons nous pencher sur différents équilibres qui ont lieu dans le corps. On va se pencher sur les équilibres hydriques, les équilibres électrolytiques et sur les équilibres acido-basiques. Ok, donc, dans les prochaines capsules, on va voir différents éléments associés à ces trois types d'équilibres-là. Puis, on va faire un lien aussi avec le rein, rôle des reins, rôle des reins dans le maintien de l'homéostasie et le maintien de ces équilibres-là dans l'organisme. L'objectif de cette capsule-ci, précisément, ça va être de parler des équilibres hydriques ou plutôt des déséquilibres hydriques pour après ça voir dans une capsule subséquente comment le corps permet de maintenir le corps en équilibre. L'eau compose un peu plus de 50% de notre masse corporelle, fait qu'en moyenne. Puis selon certains critères, ben, cette masse corporelle qui est attribuée à l'eau peut être un petit peu plus élevée ou un petit peu plus faible. Par exemple, selon l'âge, le poids qui est associé à l'eau peut varier. Les bébés naissants ont un pourcentage d'eau très élevé pour leur masse corporelle, c'est jusqu'à 73% de leur masse qui est attribuée à l'eau. C'est ce qui explique en fait que les bébés ont une peau extrêmement douce et soyeuse. Après ça, les personnes âgées, ben, c'est le contraire. En fait, ils vont avoir une plus petite masse attribuée à l'eau. C'est surtout parce que leur masse musculaire est plus faible que le reste de la population. Parce qu'effectivement, dans les muscles, on va entreposer davantage d'eau que dans les gras. Okay? Fait qu'une personne qui serait très musclée aurait une masse attribuée à l'eau plus élevée qu'une personne du même poids, mais qui aurait un poids qui serait plus élevé à cause des lipides. Okay? Puis, finalement, le sexe, puis encore une fois, c'est à cause de la masse musculaire. Fait que les hommes ont une masse attribuée à l'eau qui est plus élevée que les femmes. Quand je dis masse attribuée à l'eau, c'est mettons que je prends je sais pas, un homme de 150 livres puis une femme de 150 livres, ben l'homme, peut-être que c'est 55% de sa masse qui est juste de l'eau, tandis que la femme, peut-être que c'est 50% de sa masse qui est seulement de l'eau. Donc, maintenant, cette eau-là, où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce qu'elle se cache dans notre corps? Elle va se trouver dans trois compartiments hydriques. Elle va se retrouver dans le liquide intracellulaire. Intracellulaire, ça fait référence à l'intérieur des cellules. Intracellulaire, l'intérieur des cellules. Il y a à peu près 60-65% de l'eau qui se retrouve là. L'autre 40%, ça va être dans le liquide extracellulaire. Puis lui, ce compartiment-là, on le divise en deux. Il va avoir le liquide interstitiel, c'est le liquide qui entoure toutes nos cellules. Et puis, il va y avoir le plasma. T'sais, on sait qu'il y a à peu près 5 litres en moyenne de sang dans notre corps. Pourtant, c'est seulement une petite fraction là, de toute l'eau qui nous compose. La majorité du sang est vraiment à l'intérieur de nos cellules, plus qu'à l'extérieur. Ces trois compartiments-là sont en étroite, une très grande cohésion dans ces trois compartiments-là. Donc, si on perd du liquide, si on perd de l'eau dans le plasma, ben, c'est le liquide interstitiel qui va se déplacer vers le plasma. Puis si ici ça diminue, ben, le liquide va sortir du liquide intracellulaire. Puis à l'inverse, si on consomme du liquide en très grande quantité, ben, l'équilibre va se déplacer de l'autre côté. Okay? Fait qu'ici, il ne faut pas voir ça comme trois compartiments qui sont vraiment séparés. C'est trois compartiments qui sont en étroite collaboration. Puis s'il y en a un qui est déséquilibré, ben, c'est les autres qui vont compenser pour essayer de maintenir en fait l'homéostasie. Maintenant, parlons des équilibres. Qu'est-ce qui permet de maintenir les équilibres hydriques dans le corps? Ou qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, bon ben, check, cette personne-là est en équilibre hydrique? Le premier, il faut que le volume total de l'eau reste constant. Fait que sur une base quotidienne, il faut qu'on consomme de l'eau autant qu'on en excrète. Puis là, ben, il y a plusieurs manières, si on veut, d'aller chercher l'eau dont on a besoin. Le premier, c'est le métabolisme.
Donc, quand on fait quand on fait de l'ATP, quand on fait de la respiration cellulaire, on va créer du CO2 qui est un déchet, mais on va aussi créer de l'eau. Donc, c'est quasiment négligeable, mais c'est 250 ml à peu près par jour d'eau qu'on va créer de cette manière-là. Ensuite, dans les aliments qu'on va consommer, à peu près 750 ml quand même d'eau qu'on va récupérer là-dedans. Puis le gros de notre consommation d'eau quotidienne vient des boissons qu'on va consommer. Et fait que c'est environ, là, on dit qu'en moyenne, on devrait consommer 2500 ml de liquide par jour, sous toute forme. Puis c'est 1,5 litre de liquide directement qu'on doit boire. Ce 2500 ml-là doit être égal aux sorties pour qu'on soit vraiment en équilibre. Si on ne veut pas augmenter trop notre apport hydrique ou trop le diminuer, on veut vraiment être en équilibre. Il faut qu'on excrète 2500 ml par jour. Puis il y a plusieurs manières de perdre ce liquide-là. Par les fesses, lorsqu'on va aux toilettes, on perd à peu près 100 ml. Puis là, selon différents facteurs, on peut en perdre plus, on peut en perdre moins. Un bon exemple, la diarrhée. On va perdre beaucoup plus de liquide que lorsque c'est des selles qui sont plus sèches, disons. Ensuite, par la sueur, on sait que l'eau a un rôle de régulation thermique, régulation de la température corporelle. Quand il fait chaud, on sue. Cette sueur-là, en temps normal, là, température de la pièce, 21 degrés, on perd à peu près 200 ml. Là, ça peut augmenter, diminuer selon la température extérieure. Ensuite, catégorie de perte, si on veut, là, qui est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est la peau et les poumons. Sans suer nécessairement, les cellules de notre peau qui sont en contact avec l'air extérieur vont se déshydrater un petit peu. Il y a de l'eau qui va s'évaporer, mais pas nécessairement due à la sudation. Fait qu'on va perdre un petit peu d'eau là-dedans. Puis on va aussi en perdre lorsqu'on va respirer. Fait que ceux qui ont des lunettes, vous pourriez le faire. Prendre vos lunettes et souffler dedans. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais mes lunettes sont embuées. C'est parce que lorsque j'expire, j'expire une petite quantité d'humidité, un petit peu d'eau. Puis par jour, c'est à peu près 100 ml qu'on va excréter juste de cette manière-là. Okay? C'est quand même intéressant de garder ça en tête. Puis, en fait, la grosse perte de liquide qui va se faire par jour, ça va être via l'urine. C'est en moyenne 1500 ml qu'on va excréter de cette manière-là. Puis là, encore une fois, ça va augmenter ou ça va diminuer selon nos apports. Mais si, par exemple, on ne buvait pas d'eau du tout pendant une journée, il y a une perte obligatoire qui est attribuée à l'urine qui est de 500 ml. Si vous êtes dans le désert, puis vous n'avez pas d'eau, vous allez quand même devoir excréter 500 ml d'urine par jour. Ça, c'est fait en sorte qu'on ne veut pas s'intoxiquer, on veut excréter nos déchets, puis à un moment donné, on ne peut pas garder ces déchets-là à l'intérieur, il faut les excréter, puis la manière qu'on a, c'est via l'urine. D'accord? Donc, premier critère. Le deuxième critère, il faut que les liquides soient répartis de manière normale, si on veut, dans le corps. Fait que 60% de l'eau doit se retrouver à l'intérieur des cellules et 40% doit se trouver à l'extérieur. Okay? Fait que ça inclut le plasma et le liquide interstitiel. Puis là, bien, différents facteurs qui peuvent faire varier ça. Ici, l'exemple qu'on a dans la diapo, c'est si il y a un taux de sodium qui augmente, on consomme une très grande consommation de sel, le sel il va passer du tube digestif, puis là, c'est ici, il est supposé être là, il va se retrouver dans le plasma, puis là, de là, il va se déplacer selon son gradient dans le liquide interstitiel, puis ça va faire en sorte que ce milieu-là va devenir hypertonique. Qu'est-ce qui va arriver si ça devient hypertonique? Nos cellules vont se vider d'eau. Okay, fait que le volume d'eau demeure le même. Il n'y a pas eu un apport important, puis il n'y a pas eu de sortie importante. C'est juste que l'équilibre au niveau de la répartition du liquide dans le corps est anormal. Okay, dans cette situation-ci, la personne n'est pas en équilibre hydrique, dans déséquilibre parce que l'eau n'est pas à la bonne place dans ses compartiments.
Ça vaudrait peut-être la peine de se faire un petit détour avant de continuer, sur les fonctions de l'eau dans l'organisme, là, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. On a déjà parlé de la régulation de la température corporelle par l'eau, puis après ça, il y a un paquet d'autres rôles de l'eau. Quelques-uns qui sont, disons, dignes de mention. Il y a l'amortissement des chocs. Fait que notre encéphale flotte dans le liquide cérébrospinal, qui est en fait du liquide interstitiel. Puis ça va permettre d'amortir les chocs un petit peu. L'eau est aussi impliquée dans le transport de substances. Fait que dans le sang, l'eau va permettre de transporter des hormones, des protéines, des nutriments, des éléments figurés également. Après ça, l'eau va être impliquée dans la réduction de la friction. Ça va permettre de lubrifier certaines structures, fait que les articulations, dans les séreuses aussi. La séreuse qu'on connaît bien, c'est la séreuse du cœur, dans le sac péricardique. Puis après ça, puis si on fait un lien aussi avec le système urinaire, ben, l'eau est impliquée dans l'excrétion des substances. Fait qu'elle va comme permettre de se débarrasser de différents déchets, dont l'urée, via l'urine. OK. On a parlé de différents critères qui influencent, si on veut, la quantité d'eau qu'une personne va avoir là, par rapport à son poids. Puis certains groupes de la population sont un petit peu plus à risque de déséquilibre hydrique. Puis pour les étudiants et les étudiantes de soins infirmiers, ben, c'est important d'avoir ça en tête, en fait, que certains groupes de la population sont plus vulnérables pour porter une attention particulière à ces patients et à ces patientes-là. Les premiers groupes de la population que je vais vous parler, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées ont un pourcentage d'eau plus faible que le reste de la population. On l'a dit tout à l'heure, parce que leur masse musculaire diminue en vieillissant. Ça veut dire que ben, y a moins d'eau qui s'accumule dans les tissus musculaires, puis ça diminue en fait la quantité d'eau par rapport à leur poids. Après ça, ben, leurs reins commencent pas à flancher, mais ils deviennent de moins en moins efficaces, puis ils ont moins de facilité à produire une urine qui va être concentrée. Ça veut dire que s'ils doivent excréter, je ne sais pas moi, 100 mg d'urine, plutôt que d'avoir besoin de 100 ml, ben, ils vont avoir besoin de 200 ml. Ça veut dire que si tu veux excréter la même quantité de déchets, mais tu as besoin de 2 fois plus d'eau, ben, tu urines davantage, ton urine est plus diluée, puis ça cause, en fait, il faut que tu boives davantage d'eau. L'affaire qui arrive, c'est que ces personnes-là, comme deux trucs qui arrivent. D'abord, c'est que dans certains cas, ils peuvent ressentir moins la soif. Les personnes qui souffrent d'Alzheimer, entre autres, sont comme déconnectées de leurs besoins fondamentaux, ne ressentiront pas la soif, mais même les personnes sans avoir d'Alzheimer là, peuvent ressentir un petit peu moins la soif. Puis l'autre chose, c'est que dans certains cas, ces personnes-là ont une mobilité réduite, sont en chaise roulante ou ils ont juste de la difficulté à se lever. Fait que même s'ils ont soif, ils ne sont pas capables nécessairement d'aller chercher un verre d'eau pour s'abreuver. Donc, ça peut exacerber, augmenter les risques associés au déséquilibre hydrique. La dernière chose qui est un petit peu peut-être moins importante, on pourrait peut-être même la mettre en dernier, c'est que ces personnes-là ben, ont la peau plus mince. On parlait tout à l'heure là, les pertes hydriques sont associées à la peau. Leur peau est plus mince, fait qu'ils se déshydratent ou l'eau s'évapore un petit peu plus facilement de cette manière-là. Si on parle dans l'autre bout du spectre, du côté des enfants en bas âge, aussi c'est un strate de la population, un sous-groupe de la population qui est à risque de déséquilibre hydrique. Il y a certains critères qui ressemblent beaucoup à ceux des personnes âgées. En fait, ils vont créer une urine qui va être plus diluée également, fait que leur système urinaire n'est pas encore mature. Ensuite, ils ont une mobilité qui est moins élevée. Okay? Fait qu'ils ont la difficulté, en fait, ils ne peuvent pas nécessairement se lever et aller prendre un verre d'eau. Eux non plus. Puis après ça, bien, il y a d'autres critères qui leur sont propres. D'abord, les enfants ont un système immunitaire qui est immature, qu'on peut dire, donc ils n'ont pas vraiment rencontré d'autres agents pathogènes, donc leur immunité n'est pas construite encore, donc ils vont être plus souvent malades, ils vont faire plus souvent de fièvre, puis ils vont suer davantage, donc ils vont perdre
plus d'eau de cette manière-là. Puis l'autre chose, ben, c'est que leur métabolisme il fonctionne à plein régime. Là, ils vont ils vont grandir très rapidement. Donc, tout ça, ben, ça crée plus de déchets. Et ils vont devoir, en fait, les excréter davantage, ces déchets-là. Puis, ben, c'est par l'urine que ça va se faire. Donc, ils vont uriner davantage, en plus d'avoir une urine qui est plus diluée. Finalement, rapport surface-volume plus élevé. En fait, comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? C'est qu'ils sont petits pour la surface de peau qu'ils ont. Okay? Dans notre cas, on est personnes d'âge adulte, on est proportionnel, disons, avec notre taille puis la surface de notre peau, mais quand on est jeune, on a plus de peau qu'il y a de volume, disons, de bébé. Ça veut dire que ben, il y a plus de surface où est-ce qu'on peut perdre de l'eau par évaporation. Donc, ça l'augmente un petit peu. C'est un critère qui peut augmenter les déséquilibres hydriques aussi chez les enfants. Okay, fait que les deux déséquilibres vraiment qui sont à risque chez ces deux groupes de population-là, ce sont la déshydratation, en fait. C'est qu'on perd de l'eau, puis on n'en regagne pas. Ça veut dire qu'on perd des liquides ici, ça augmente l'osmolarité du liquide extracellulaire, puis là, l'eau va quitter les cellules pour aller compenser. Fait que là, ici, le risque, ben, c'est que les cellules de ces personnes-là, les personnes âgées ou les enfants, ben, se déshydratent. Puis les risques, ben, ça peut. En fait, les risques les plus graves, c'est le coma jusqu'à la mort. C'est ceux qui sont les conséquences les plus graves. Puis l'autre chose, ben, ça peut causer des chocs hypovolémiques également. Et puis on sait maintenant les risques des chocs hypovolémiques sur le système cardiovasculaire. OK. Il y a deux grands types de déséquilibres qu'on va voir maintenant. Les déséquilibres qui sont avec variation d'osmolarité et les déséquilibres qui sont sans variation d'osmolarité. En guise de rappel, on pourrait se montrer cette figure-là ici. OK, donc ici, en fait, l'osmolarité, c'est quoi? C'est la concentration de soluté dans une solution. Puis si je vous demande, bon, ben, est-ce que c'est celle de gauche ou de droite qui a l'osmolarité la plus élevée? Votre réflexe, ce serait de me dire que l'osmolarité dans celui de gauche est plus élevée. OK, fait que si on a un déséquilibre qui est avec variation d'osmolarité, c'est que par exemple, ici, au début, c'est dilué. Puis après ça, si on perd du liquide, ben notre liquide se concentre, il devient de plus en plus concentré. Fait que ça veut dire que c'est un déséquilibre qui est avec variation d'osmolarité. Ici, par exemple, bon, ben, j'en ai 4 pour ce même liquide-là. Puis là, par exemple, si je perds du sang, je suis en hémorragie, je perds la moitié de mon liquide, puis en même temps, ben, je perds la moitié de mon soluté. J'ai la même concentration. Okay? Fait que la concentration ne change pas, j'ai la même osmolarité. Fait que ça, c'est une variation sans variation de l'osmolarité. OK, donc dans les déséquilibres avec variation d'osmolarité, c'est vraiment le critère ici, c'est tu perds du liquide, mais tu ne perds pas les ions, tu ne perds pas les protéines, tu ne perds pas les éléments figurés qui se trouvent dans tes liquides intracellulaires ou extracellulaires. L'exemple, ben, la transpiration abondante, on perd de l'eau, mais on conserve toutes les protéines, puis on conserve tous les ions qu'il y a à l'intérieur. Okay? Puis après ça, ben, il y en a un paquet d'autres exemples de déshydratation, de déséquilibre avec variation d'osmolarité. Il peut y avoir l'inverse aussi. Fait qu'un gain de liquide trop important qui mène à un déséquilibre avec variation d'osmolarité. Fait qu'on appelle ça les hyperhydratations. Fait que là, on augmente la quantité de liquide, mais c'est un liquide qui est hypotonique, fait qu'il n'y a pas de soluté. L'exemple que j'aime bien, c'est par exemple le marathonien qui court, puis il a peur de se déshydrater, il a peur de perdre tout son liquide. Fait qu'à chaque petit poste où est-ce qu'il peut boire de l'eau, il prend 2 grands verres, puis éventuellement, ben, il va gagner plus d'eau qu'il en perd, puis en plus, cette eau-là est hypotonique, fait qu'il n'y a pas de soluté à l'intérieur. Donc, là, c'est si ça se
c'est comme s'il y avait une dissolution de son liquide interstitiel, puis ça fait en sorte que ces cellules deviennent hypertoniques. L'eau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire l'inverse. Okay, fait qu'elle va partir du liquide interstitiel, elle va aller vers les cellules, puis ça, ben, la conséquence la plus terrible que ça peut faire, ben, c'est l'œdème cérébral et la mort. L'autre exemple qu'on a d'hyperhydratation, c'est la potomanie. Fait que ça, c'est un trouble qui est plus d'ordre, disons, psychologique. C'est des personnes qui ont peur de se déshydrater, fait qu'ils vont boire de l'eau tout le temps. C'est pour se réassurer, ils vont boire de l'eau pour essayer de ne pas se déshydrater, mais même s'ils n'en ont pas besoin nécessairement, fait que là, ils s'hyperhydratent. Puis les conséquences funestes, c'est l'œdème cérébral et la mort. Fait qu'on a parlé, c'est un autre schéma là, qui parle de l'hyperhydratation. Pour les déséquilibres qui sont sans variation d'osmolarité, on l'a dit, c'est perte de liquide et des éléments, des solutés, des éléments figurés, des protéines qui s'y trouvent. L'hémorragie, c'est un exemple. Les vomissements, la diarrhée. Puis on perd du liquide, puis on perd également des solutés. Les gains, sans variation d'osmolarité, c'est des situations qui sont un petit peu plus, disons, rares. On a l'insuffisance rénale. Fait qu'on n'est pas capable d'excréter nos liquides. Puis là, la concentration reste la même, mais le liquide augmente. Okay, même chose ici, hypersécrétion d'ADH, c'est l'hormone antidiurétique. Fait que si on fait beaucoup d'antidiurétiques, on garde une très grande quantité d'eau dans notre corps. Okay? Fait qu'on a un déséquilibre qui est sans variation d'osmolarité. Dernier déséquilibre, c'est la séquestration liquidienne. Fait que dans ce cas-ci, le premier critère est respecté. Okay? Fait que le volume d'eau reste constant. Par contre, le deuxième critère, lui, n'est pas respecté. Fait que le premier, c'est le volume, l'entrée égale les sorties. Le deuxième, c'est 60 à l'intérieur des cellules, puis 40 à l'extérieur des cellules. L'œdème, c'est un exemple de séquestration liquidienne. Okay, fait que le volume reste normal, mais on a les chevilles enflées parce que notre liquide n'est pas à l'intérieur de nos cellules, il est à l'extérieur. Différentes causes qui peuvent mener à l'œdème, puis vous en connaissez déjà quelques-unes. Celle qu'on a vue, ben, il y a l'augmentation de la pression artérielle, ça augmente la pression hydrostatique, l'eau va sortir de nos capillaires. Fait que ça va s'accumuler entre les cellules, dans le liquide interstitiel. Puis la diminution des protéines plasmatiques, fait que, par exemple, la pression hydrostatique reste la même, mais la pression osmotique diminue, fait qu'il y a moins d'eau qui revient dans nos capillaires. Le liquide reste à l'extérieur, puis on a de l'œdème. Fait que si on faisait un petit wrap-up de ce qu'on a vu dans cette capsule-ci, ben on a vu à quels endroits va se trouver l'eau, en fait, dans notre corps. Fait qu'on a fait la différence entre le liquide intracellulaire puis le liquide extracellulaire, qui se divise en deux, avec le plasma et le liquide interstitiel. On a vu que justement, il fallait que la répartition soit normale. Puis normale, ça veut dire 60 à l'intérieur des cellules, puis 40% du liquide qui se trouve à l'extérieur pour qu'une personne soit en équilibre. Ensuite, on a parlé de différents facteurs qui changent là, chez l'humain, puis qui peuvent en fait être des facteurs de risque pour les déséquilibres hydriques. On a donné l'exemple des personnes âgées et des enfants. Puis finalement, on a parlé de différents déséquilibres hydriques. Enfin, on les a classés en deux grandes catégories. On a dit qu'il y avait les déséquilibres avec variation d'osmolarité et les déséquilibres qui sont sans variation d'osmolarité.